On va plonger à présent dans votre bande dessinée, Histoire dessinée des Juifs d'Algérie. C'est un peu la prolongation de cette conversation d'une certaine façon, mais on commence à l'Antiquité jusqu'à nos jours, histoire largement méconnue, qui résonne, je le disais, jusque dans l'actualité politique. Le Lu pour vous est signé ce soir par Elsa Mondingava. Pour dessiner l'histoire des Juifs d'Algérie, vous nous faites naviguer dans le temps. Plus de 2000 ans, racontés au travers de la quête d'un jeune Juif de Sarcelles qui veut connaître le parcours de ses ancêtres. Après avoir raconté l'installation des premiers Juifs en Algérie, vous revenez sur la colonisation par la France. En 1870, le décret Crémieux octroie la nationalité française à ceux que l'on appelle les Israélites indigènes, les 35 000 Juifs d'Algérie. Ils deviennent des Français d'origine juive, doivent prendre leur distance avec leur religion et ont à présent un statut différent des musulmans. La bande dessinée souligne aussi l'antisémitisme qui faisait rage à la fin du XIXe siècle, en Algérie et en métropole. À l'Assemblée nationale, un groupe de députés est créé autour d'Édouard Drumont. Tous sont antisémites et la plupart sont élus d'Algérie. En 1940, Pétain promulgue le statut des Juifs. En Algérie, ils redeviennent des indigènes, sont interdits d'école et parfois internés. Après la Deuxième Guerre mondiale et le massacre de Sétif, les velléités d'indépendance du peuple algérien s'intensifient. En 1954, la guerre d'Algérie commence. Vous revenez aussi sur les tensions entre juifs et musulmans à cette période, alors que les deux communautés ont cohabité pendant plusieurs siècles. En 1958 à Alger, le général de Gaulle s'exclame « Je vous ai compris !» Sauf que personne n'a compris la même chose. 4 ans plus tard, l'indépendance de l'Algérie marque une rupture entre l'histoire des Juifs et ce pays. Ils seront 130 000 à quitter l'Algérie. Alors je le disais et on le voit à l'antenne, hein, c'est un très beau livre, remarquablement illustré par le dessinateur Nicolas Lescanf. Comment il est né ce projet? Parce que Benjamin Stora, il y a du personnel, il y a une enquête familiale, des origines. Il y a un personnage, un jeune, David, de Sarcelles, qui retrouve un portrait. Comme vous d'ailleurs, vous avez retrouvé un portrait. Tenez, on va le voir tout de suite, ce portrait de Clémentine Valency-Stora. Ce portrait que vous mettez d'ailleurs un peu comme un clin d'œil dans cette bande dessinée. Et puis il y a un personnage d'historien aussi, qui est le conteur. Vous êtes un peu les deux dans ce livre? Oui, bien sûr, parce que ce projet, il est né à la suite d'un ouvrage autobiographique qui s'appelle « Les clés retrouvées », qui est le récit de mon enfance à Constantine, l'enfance juive que j'ai vécue à Constantine. Et ça avait eu beaucoup de succès, ce récit autobiographique. Et puis d'un autre ouvrage que j'ai sorti avant, qui s'appelle « Les Trois Exils », qui était sorti en 2006. Et je me suis dit, dans le fond, pour toucher un public encore plus large, encore plus important, peut-être la bande dessinée. Ce serait pas mal parce qu'il y a effectivement un engouement autour de la bande dessinée dans la jeune génération. Et donc le passage, disons, de l'écrit au dessin et à la bande dessinée, dans le fond, ça a été rendu possible grâce au talent du dessinateur, qui a mis en image de manière, j'allais presque dire merveilleuse, quoi, ce récit, parce qu'il est question bien sûr d'histoire politique, on en a parlé, mais aussi... Une histoire totalement méconnue, parce que je voudrais qu'on on va galoper un peu dans le temps, mais aux origines, que sait-on des périodes des origines sur les Berbères juifs d'Algérie? Ça remonte à l'exil antique des Juifs d'Israël, de Palestine, des nomades qui quittent les rivières du Nil pour le sud algérien. Qu'est-ce qu'on Oui, sait c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est l'origine de la berbérité, parce que ça m'est venu aussi dans le travail que j'ai fait sur mon propre nom, de Stora, qui est un nom berbère, et puis du nom de la famille de ma mère, qui est la famille Zawi, et donc plutôt arabo-berbère. Donc et donc c'est de cette quête, de cette filiation, de cette généalogie des origines qu'on peut effectivement remonter sur 2000 ans d'histoire, car la présence des Juifs en Algérie, et comme d'ailleurs dans l'ensemble du Maghreb, c'est pas simplement l'Algérie, parce que c'est un ensemble, disons, qui court du Maroc jusqu'à la Tunisie et la Libye, bien entendu, parce que ces Juifs qui arrivent de ce territoire qui est la Palestine, qui redescendent, qui remontent, ils viennent par le désert libyen aussi. Il y a beaucoup de traces. Et alors ils arrivent.
Et pendant plus de 10 siècles, 14 siècles, ils vont s'adapter à tout. Tout à fait, tout à fait. Et ils vont changer à chaque fois de langue, de culture. C'est le cas de toutes les histoires, vous savez, il n'y a pas d'histoire de 1000 ans fixe où rien ne bouge, etc. Non, il y a une histoire de la circulation, des passages, des fluidités, et effectivement, eux qui vont apprendre le berbère, progressivement, au bout de plusieurs siècles, donc vous voyez, c'est long, eh bien, ils vont voir arriver des Juifs d'Espagne qui, eux, parlent espagnol, donc le latino. Oui. Donc c'est parce qu'il y a les Arabes langue qui arrivent. Il y a les musulmans qui arrivent avec les Juifs. Et puis, il y a, alors, on va passer assez vite. Oui, j'aurais voulu dire un mot sur la Caïna, parce que ma consoeur Sadia Braclia de France Info en parlait ce matin. Justement, la Caïna, la reine berbère, à l'arrivée des premiers Arabes, elle se serait soulevée pour défendre justement les Berbères, et certaines sources juives font le lien avec Cohen, Caïna. Oui, c'est une hypothèse, effectivement, c'est une source. D'ailleurs, c'est un des derniers travaux de Gisèle Halimi. C'est un de son dernier livre, ce qui est peu connu, qui s'appelait La Caïna, tout simplement. Et elle s'identifie dans ce livre à cette femme rebelle qui lutte, disons, pour sa place, dans sa survie dans la société. Et ça, c'est très important. Donc, il y a effectivement une part de légende qui est très forte, bien entendu. Intéressante, parce que ça passe par la transmission féminine, quand même. Et on n'a pas tendance à associer la présence féminine au refus, au combat, à la dissidence. C'est déjà très intéressant. Et puis, il y a aussi une part, disons, de réalité compliquée, véritablement à affirmer. Donc, mais ceci dit, ce qui est important, c'est ce qui s'est transmis dans les imaginaires, et donc la présence de cette femme. Alors, l'arrivée des Espagnols, les Juifs d'Espagne, les séfarades, 1492. Absolument. Expliquez-nous. C'est l'arrêté pris par Isabelle la catholique, qui vise, disons, à l'expulsion, tout simplement, de ceux qui ne se convertiraient pas au catholicisme et qui sont conduits à partir. Alors certains vont devenir des maranes, c'est-à-dire des gens qui pratiquent en secret leur religion, par refus, disons, de cette situation, mais la plupart vont partir. Et donc les musulmans et les juifs vont partir ensemble d'Espagne et apporter avec eux d'ailleurs leur savoir-faire, parce que c'est l'élite. C'est les grands esprits, les grands philosophes, Averroès. Voilà, Maïmonide, etc. Ce sont des personnages extrêmement importants qui amènent avec eux la philosophie, la poésie, la musique andalouse, bien entendu. Et les Juifs et les Arabes à cette période vivent en paix ? Côte à côte. Vous savez, il ne faut pas faire d'anachronisme. Il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup d'affrontements, mais ils vivent ensemble. C'est un fait d'évidence. Et lorsqu'effectivement, comme je le rappelais, ils partent d'Espagne, certains vont vers le sud, c'est-à-dire vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Nord, mais d'autres vont partir encore plus loin. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans ce qu'on appelle l'Empire ottoman, c'est-à-dire encore beaucoup plus loin, et vont construire des communautés, disons, en provenance d'Espagne. Et donc, ils vont emmener avec eux d'ailleurs la langue espagnole. Mon père me disait, par exemple, que son père à lui, donc mon arrière-grand-père, parlait le judéo-espagnol. Donc c'est absolument extraordinaire. C'est le cas de communautés à Tlemcen, etc. On avance vite. 1830, la prise d'Alger, la France, et puis 1870. Là, il faudrait qu'on fasse de la pédagogie parce que ce décret Crémieux qui va donner la nationalité française aux Juifs d'Algérie, qui était Crémieux et comment vient-il à décider ça ? Crémieux, c'est un grand notable, comme on disait à l'époque israélite, parce que c'est le terme qu'on utilisait à cette époque-là, qui veut émanciper, entre guillemets, la nation juive opprimée, disons, qui vit dans la pauvreté, la précarité, l'analphabétisme, etc. Donc, il a cette conception de la mission civilisatrice, c'est clair, c'est net, et part notamment en emportant ce qu'on appelle les alliances israélites universelles. Et à partir de là, il va plus loin. Il dit, dans le fond, pour les Juifs d'Algérie, eh bien, il faut les naturaliser collectivement. Donc il ne s'agit pas du tout, disons, d'une naturalisation individuelle ou d'une demande de naturalisation individuelle, un peu comme ce qu'avait déclaré Clermont-Tonnerre, par exemple, pendant la Révolution française. J'ai envie de faire un bond dans le temps, parce que on pourra revenir après sur, évidemment, 40, sur les persécutions, parce qu'il y a eu des persécutions en Algérie des Juifs, on connaît moins les camps. Ça a été raconté par Jacques Derrida ou par Jean Daniel, Absolument. etc. Mais quand même, ce livre, il résonne par rapport à la présidentielle. Vous ne l'avez pas cité. Éric Zemmour en parle souvent de ce décret Crémieux et parle de Stanislas de Clermont-Tonnerre. On va l'écouter, c'était pour défendre l'assimilation à la culture du pays d'accueil. Il réagissait à des questions de Routel Krief sur LCI. Regardez. C'est la grande innovation qu'a été le christianisme par rapport et au judaïsme et à l'islam, qui sont des orthopraxies, c'est-à-dire que c'est la pratique qui compte, la religion qui donne des normes sociales, avec la religion chrétienne qui, elle, donne, si vous voulez, insiste sur la foi intérieure. Mais pourquoi ? C'est pour ça que je dis, toutes les religions en France doivent christianiser
Ça ne veut pas dire qu'on doit se convertir au christianisme, vous avez bien compris. Le judaïsme l'a fait. J'ai bien compris, mais Le judaïsme l'a fait. Attendez. Et qu'est-ce que je dis d'autre que la vieille phrase de Clermont-Tonnerre, Oui. le révolutionnaire aux Juifs, qui disait « Rien aux Juifs en tant que nation, rien aux Juifs en tant que nation, tout aux Juifs en tant qu'individu ». Je dis exactement la même chose aux musulmans. Mais pour cela, il faut s'assimiler. Benjamin Stora. C'est précisément ce qui n'a pas été fait en 1870. C'était tout en tant que nation, tout en tant que communauté et pas en tant qu'individu. Le décret Crémieux, c'est une naturalisation collective, et donc d'entrée collective, à tel point que pour bénéficier du décret Crémieux, il fallait déclarer qu'on était juif. Donc c'était l'appartenance au judaïsme qui donnait la possibilité d'entrer dans la citoyenneté française. C'est extraordinaire. Donc c'est pas tout à fait. Donc là, quoi, c'est une révision de l'histoire, ce que fait Zemmour? Je sais pas. Vous savez, il y a des personnes qui ont une conception de l'histoire où c'est fixe sur 1000 ans. Certains disent qu'il y a une guerre de 1000 ans. C'est comme s'il n'y avait pas de frontières, de nations, d'États, de construction, de déconstruction. Non, jamais. Tout est fixé par avance. C'est ce qu'on appelle l'essentialisation de l'histoire. Je voudrais revenir aussi, puisqu'on est sur la chaîne parlementaire, sur ces députés qui ont décidé de créer un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, dit groupe antisémite. Oui. Alors ça, c'était pour moi une découverte. Drumont, voilà. Oui, absolument. C'est-à-dire que les anti-Dreyfusards les plus durs, les plus véhéments étaient en Algérie, comme Drumont, Max Régis, etc. Et qui ont fabriqué, qui ont construit, constitué un groupe antisémite à l'Assemblée nationale, effectivement. Morino à Constantine, était un personnage d'Algériens. Oui, l'abbé Lambert à Oran, etc. Ce sont des personnages très importants de l'histoire française en Algérie qui étaient ouvertement antisémites et qui ont applaudi l'abrogation du décret Crémieux du 3 juin 1940. Ça faisait partie de leur programme. Ils étaient absolument pour l'abrogation. Oui. Alors on va aller assez vite. Vous disiez qu'on connaissait un peu quand même les persécutions, l'antisémitisme, les camps en Algérie. On va arriver sur la guerre d'Algérie pour comprendre le rôle des Juifs d'Algérie dans la guerre d'Algérie. Les Juifs d'Algérie, ils ont été dans une position inconfortable, une position attentiste aux deux extrémités de cette communauté. Ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est qu'il y avait ceux qui avaient été engagés avec les communistes, disons franchement, le Parti communiste algérien, Daniel Timsit, William Sportis, etc. Et puis à l'inverse, de l'autre côté de l'échiquier, il y avait ceux qui étaient engagés du côté du mouvement sioniste, c'est-à-dire qui voulaient aller en Israël. Mais c'était des minorités. La grande majorité, par contre, était complètement assimilée à la culture française. Ils étaient français depuis 5-6 générations, vous vous rendez compte? Depuis un siècle, ils étaient français. Donc pour eux, c'était impensable, disons, de quitter cette nationalité française, de sorte que quand les Algériens du FLN lancent l'appel aux Juifs d'Algérie, c'est trop tard quelque part, parce qu'ils sont complètement, entre guillemets, assimilés à la France. Ils se vivent comme des Français. Et cette assimilation culturelle va effectivement les emmener dans une espèce de prudence, de neutralité, d'attentisme, jusqu'au moment où il faut faire le choix. Le choix, ça va être le choix de la France, et donc de partir en masse vers la métropole. Écoutez, c'est absolument passionnant. Je vous conseille cette histoire dessinée des Juifs d'Algérie, où d'ailleurs on voit à certains moments, où, quand les temps sont durs pour eux, ils se font passer pour des musulmans. Il y a plein de passerelles comme ça. C'est passionnant. De l'Antiquité à nos jours, c'est à la découverte.